Dans la constellation des grands écrivains, certains astres brillent d'un éclat particulier, transcendant les époques et les frontières. Victor Hugo est l'un de ces phares littéraires, un homme dont la plume a non seulement révolutionné la littérature française, mais a aussi profondément marqué la conscience d'une nation. Son parcours extraordinaire est celui d'un génie précoce devenu une icône culturelle, d'un poète romantique transformé en voix de la conscience sociale, d'un exilé politique dont les mots ont ébranlé un empire. Notre récit débute le 26 février 1802 à Besançon, une ville nichée dans l'est de la France. L'Europe est alors en pleine effervescence. Napoléon Bonaparte vient de s'emparer du pouvoir en France, et le continent est à l'aube d'une série de conflits qui vont redessiner la carte politique. C'est dans ce contexte tumultueux que naît Victor Hugo, fruit de l'union improbable entre Léopold Hugo, un général de l'armée napoléonienne aux convictions républicaines, et Sophie Trébuchet, une fervente royaliste. Cette alliance paradoxale entre un soldat de la République et une femme aux sympathies monarchistes préfigure d'une certaine manière les contradictions et les évolutions qui jalonneront la vie de Victor Hugo. Dès ses premiers jours, le jeune Victor est immergé dans un monde de contrastes et de conflits idéologiques. Une expérience qui forgera sa capacité à embrasser la complexité du monde dans ses écrits futurs. Les premières années de Victor sont marquées par une vie nomade, au gré des affectations de son père. De Besançon à Paris, en passant par Naples et Madrid, le jeune Hugo est exposé à un kaléidoscope de cultures et d'expériences qui nourriront plus tard son imagination débordante. Ces voyages précoces lui insufflent une ouverture d'esprit et une curiosité insatiable qui deviendront des traits distinctifs de sa personnalité et de son œuvre. Cependant, cette enfance itinérante n'est pas sans difficulté. Les longues absences de son père et les tensions qui minent le couple parental affectent profondément le jeune Victor. Sa mère devient le pilier de son univers, une influence qui se reflètera plus tard dans ses écrits, où les personnages féminins occupent souvent une place centrale et complexe. C'est à l'âge de 10 ans que Victor Hugo commence à révéler les premiers signes de son génie littéraire. Pensionnaire au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris, il se lance dans l'écriture de poèmes et de tragédies. Ses premières œuvres, bien que juvéniles, laissent déjà entrevoir une maîtrise précoce de la langue et une sensibilité poétique hors du commun. En 1817, alors qu'il n'a que 15 ans, Hugo ose un geste audacieux. Il participe à un concours de poésie organisé par l'Académie française. Son poème, intitulé « Les avantages de l'étude », ne remporte pas le premier prix, mais obtient une mention honorable. Cette reconnaissance précoce agit comme un catalyseur, renforçant sa détermination à poursuivre une carrière littéraire, malgré les réticences de son père qui le destine à l'école polytechnique. Les années qui suivent sont marquées par une frénésie créatrice. Hugo écrit sans relâche, explorant avec avidité différents genres littéraires, poésie, roman, théâtre. En 1822, à seulement 20 ans, il publie son premier recueil de poèmes, Odes et poésies diverses. Le succès est fulgurant. Le roi Louis XVIII lui-même, impressionné par le talent du jeune poète, lui accorde une pension, consacrant ainsi sa précocité exceptionnelle. Mais Hugo ne se cantonne pas à la poésie. En 1823, il publie son premier roman, Anne d'Islande, une œuvre gothique qui préfigure déjà son goût pour les personnages marginaux et les situations extrêmes. Ce roman, bien que critiqué pour son exubérance stylistique, révèle la capacité de Hugo à créer des atmosphères saisissantes et des personnages mémorables. En 1826 paraît Bug Jargal, un roman qui traite de la révolte des esclaves à Saint-Domingue. Cette œuvre annonce l'engagement social qui caractérisera ses écrits ultérieurs. Hugo y aborde des thèmes comme l'esclavage et la dignité humaine, démontrant déjà sa capacité à mêler fiction et réflexion sociale. C'est cependant avec le théâtre que Hugo va véritablement bouleverser la scène littéraire française. En 1827, il écrit Cromwell, une pièce qui ne sera jamais jouée mais dont la préface devient le manifeste du mouvement romantique. Dans cette préface révolutionnaire, Hugo défend une nouvelle conception du théâtre, libérée des contraintes classiques. Il plaide pour un art qui mêle le sublime et le grotesque, le tragique et le comique, reflétant ainsi la complexité de la nature humaine. Cette préface marque une rupture décisive avec les conventions théâtrales de l'époque et pose les fondements du drame romantique. Mais c'est en 1830 que Hugo frappe véritablement un grand coup avec Hernani. La première représentation de cette pièce au Théâtre Français le 25 février 1830 est restée dans les annales sous le nom de Bataille d'Hernani. Ce soir-là, le théâtre devient le champ de bataille entre les défenseurs du classicisme et les partisans du romantisme. Les invectives fusent,
Les applaudissements et les sifflets se mêlent dans un tumulte sans précédent. Cette soirée marque une véritable révolution dans l'histoire du théâtre français et consacre Hugo comme le chef de file incontesté du mouvement romantique. Hernani n'est pas seulement un succès de scandale. La pièce, qui se déroule dans l'Espagne du XVIe siècle, met en scène des personnages passionnés, déchirés entre l'amour et l'honneur. Hugo y déploie une versification audacieuse, brisant les règles classiques de l'alexandrin et insufflant une nouvelle musicalité à la langue théâtrale. Le fameux monologue de Don Carlos devant le tombeau de Charlemagne devient un morceau d'anthologie, illustrant la capacité de Hugo à mêler réflexion philosophique et lyrisme poétique. Pendant que sa carrière littéraire prend son envol, la vie personnelle de Hugo connaît également des bouleversements. En 1822, il épouse son amour d'enfance, Adèle Fouché, contre la volonté de sa mère. Ce mariage, bien que passionné à ses débuts, sera marqué par des infidélités des deux côtés. Hugo entretient notamment une liaison de près de 50 ans avec Juliette Drouet, une actrice qui deviendra sa muse et sa confidente. Cette relation complexe entre Hugo, sa femme et sa maîtresse influencera profondément son œuvre, nourrissant sa réflexion sur l'amour, la passion et la fidélité. Les années 1830 voient Hugo atteindre le sommet de sa gloire littéraire. En 1831, il publie Notre-Dame de Paris, un roman qui connaît un succès phénoménal. Cette œuvre marque un tournant dans la carrière de Hugo et dans l'histoire du roman français. L'histoire du bossu Quasimodo et de la belle bohémienne Esmeralda captive l'imagination du public et contribue à populariser le goût pour le Moyen-Âge. Mais Notre-Dame de Paris est bien plus qu'un simple roman historique. C'est une véritable ode à l'architecture gothique et un plaidoyer passionné pour la préservation du patrimoine. Hugo y dépeint la cathédrale comme un personnage à part entière, symbole de l'histoire et de l'âme de Paris. Son fameux chapitre Se situera cela, où il médite sur le pouvoir de l'imprimerie face à l'architecture, est une réflexion profonde sur l'évolution des modes d'expression de la pensée humaine. Le roman est aussi une fresque sociale saisissante du Paris médiéval. Hugo y dresse le portrait d'une société complexe, peuplée de personnages en couleur. Le prêtre torturé Claude Frollo, l'insouciante Esmeralda, le poète Gringoire, le capitaine Phébus. À travers ces personnages, Hugo explore les thèmes qui lui sont chers. La lutte entre le bien et le mal, le pouvoir rédempteur de l'amour, l'injustice sociale. Le style de Hugo dans Notre-Dame de Paris est d'une richesse exceptionnelle. Ses descriptions de Paris sont d'une vivacité saisissante, faisant revivre sous nos yeux la ville médiévale dans toute sa diversité et sa complexité. Son écriture mêle le lyrisme à l'épique, le grotesque au sublime, créant une œuvre d'une puissance évocatrice incomparable. Mais Hugo ne se contente pas de ses succès littéraires. Il commence à s'engager de plus en plus dans la vie politique et sociale de son temps. Nommé pair de France en 1845 par le roi Louis-Philippe, il siège à la Chambre des pairs où il prononce des discours passionnés sur des sujets tels que la liberté de la presse, l'abolition de la peine de mort et l'éducation pour tous. Son éloquence, forgée par des années de pratiques poétiques et théâtrales, fait merveille dans l'arène politique. C'est à cette époque que se produit un événement tragique qui va profondément marquer Hugo, la mort de sa fille Léopoldine en 1843. La jeune femme de 19 ans se noie dans la Seine avec son mari quelques mois après leur mariage. Cette perte dévastatrice plonge Hugo dans une profonde dépression et influence grandement sa poésie ultérieure, notamment le recueil Les Contemplations. La Révolution de 1848 marque un tournant dans la vie politique de Hugo. D'abord soutien de Louis-Napoléon Bonaparte, il s'oppose rapidement à ce dernier lorsqu'il devient évident que le président a des ambitions dictatoriales. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Hugo tente d'organiser la résistance, mais en vain. Forcé à l'exil, il quitte la France pour Bruxelles, puis Jersey et enfin Guernesey. L'exil, qui durera près de 20 ans, loin d'étouffer la voix de Hugo, lui donne une nouvelle ampleur. C'est durant cette période qu'il écrit certaines de ses œuvres les plus puissantes et les plus engagées. Les Châtiments, publié en 1853, est un recueil de poèmes virulents contre Napoléon III. Hugo y déploie toute sa verve satirique et sa puissance lyrique pour dénoncer le coup d'État et le régime impérial. Des poèmes comme Nox ou L'Expiation sont devenus des classiques de la poésie politique. Mais c'est avec Les Misérables, publié en 1862, que Hugo atteint le sommet de son art. Ce roman monumental, fruit de plusieurs décennies de travail, est à la fois une fresque historique, un roman social et une méditation philosophique sur la justice et la rédemption.
l'histoire de Jean Valjean, ancien bagnard poursuivi par l'inspecteur Javert, est devenue l'une des plus célèbres de la littérature mondiale. Les Misérables est une œuvre d'une ambition et d'une portée exceptionnelle. Hugo y aborde des thèmes sociaux brûlants, la pauvreté, l'injustice, l'exploitation des enfants, la condition des femmes. Il y dénonce les inégalités sociales avec une force et une compassion qui touchent profondément les lecteurs. Le roman est aussi une réflexion sur la possibilité de la rédemption et sur la nature de la justice. Les personnages des Misérables sont devenus des archétypes. Jean Valjean, symbole de la rédemption par l'amour et le sacrifice. Javert, incarnation de la loi inflexible. Fantine, victime de l'injustice sociale. Cosette, symbole de l'innocence et de l'espoir. À travers ces personnages, Hugo explore la complexité de la nature humaine, montrant comment les circonstances peuvent façonner le destin d'un individu. Le style de Hugo dans Les Misérables atteint des sommets de virtuosité. Il alterne entre narration haletante, description minutieuse, digression philosophique et envolée lyrique. Son fameux chapitre sur la bataille de Waterloo est un morceau de bravoure qui mêle analyse historique et évocation poétique. Sa description des égouts de Paris devient une métaphore saisissante de la société et de ses bas-fonds. Pendant son exil, Hugo devient une sorte de conscience morale de l'Europe. Il prend position sur de nombreuses questions politiques et sociales, défendant les opprimés et dénonçant les injustices. Sa maison à Haute-Villaos sur l'île de Guernesey devient un lieu de pèlerinage pour les intellectuels et les opposants politiques. Hugo y reçoit des visiteurs du monde entier, entretient une correspondance abondante et continue à écrire sans relâche. C'est aussi pendant cette période que Hugo s'intéresse au spiritisme, participant à de nombreuses séances où il croit communiquer avec les esprits de personnages historiques et de ses proches décédés. Ces expériences influencent son écriture, notamment dans les Contemplations et la légende des siècles, où il explore les thèmes de la mort, de l'au-delà et de la destinée humaine. Le retour de Hugo en France en 1870, après la chute de Napoléon III, est triomphal. Accueilli comme un héros national, il est élu député de Paris et continue à se battre pour ses idéaux à l'Assemblée nationale. Malgré son âge avancé, il reste une figure incontournable de la vie politique et culturelle française. Les dernières années de Hugo sont marquées par une série de deuils personnels, mais aussi par une reconnaissance publique sans précédent. À sa mort le 22 mai 1885, c'est toute la France qui est en deuil. Ses funérailles nationales, qui voit défiler près de 2 millions de personnes dans les rues de Paris, témoignent de l'impact immense qu'il a eu sur ses contemporains. Ce jour-là, Paris ne pleure pas seulement un écrivain, mais une figure qui incarnait l'âme même de la nation française. Mais l'héritage de Victor Hugo va bien au-delà de son époque. Son influence sur la littérature française et mondiale est incommensurable. Il a révolutionné la poésie, le roman et le théâtre, ouvrant la voie à de nouvelles formes d'expression. Ses innovations stylistiques, son sens du drame et sa capacité à mêler le lyrique et l'épique ont inspiré des générations d'écrivains. Dans le domaine de la poésie, Hugo a élargi les possibilités expressives de la langue française. Son recueil Les Contemplations, 1856, est un exemple parfait de sa virtuosité poétique. Divisé en 2 parties, Autrefois et Aujourd'hui, séparé par la mort tragique de sa fille, ce recueil explore toute la gamme des émotions humaines, de la joie la plus pure à la douleur la plus profonde. Des poèmes comme Demain, Dès l'aube ou Mélancolia sont devenus des classiques, admirés pour leur beauté formelle et leur intensité émotionnelle. La légende des siècles, 1859 à 1883, est une autre œuvre majeure qui illustre l'ambition épique de Hugo. Ce vaste cycle poétique tente de retracer l'histoire de l'humanité, de la création du monde jusqu'à l'avenir. Hugo y déploie toute sa puissance visionnaire, créant des tableaux saisissants qui mêlent mythe, histoire et prophétie. Sur le plan du roman, l'influence de Hugo est tout aussi considérable. Les Misérables a inspiré d'innombrables adaptations et continue de toucher les lecteurs du monde entier par sa compassion pour les opprimés et sa foi en la capacité de l'être humain à se transformer. Le roman a ouvert la voie à une littérature plus engagée socialement, influençant des auteurs comme Émile Zola et Charles Dickens. Au théâtre, la préface de Cromwell et les pièces comme Hernani ont marqué un tournant décisif dans l'histoire du drame français. Hugo a libéré le théâtre des contraintes classiques, permettant une plus grande liberté dans le traitement du temps, de l'espace et du mélange des genres. Son influence se fait encore sentir dans le théâtre contemporain. Sur le plan politique et social, Hugo reste une référence incontournable.
Ses combats pour les droits de l'homme, contre la peine de mort, pour l'éducation universelle résonnent encore aujourd'hui. Son discours « Détruire la misère », prononcé à l'Assemblée nationale en 1849, reste d'une actualité saisissante. Hugo y plaide pour une société plus juste et plus égalitaire, anticipant de nombreux débats sociaux contemporains. L'engagement de Hugo en faveur de la préservation du patrimoine architectural a également eu un impact durable. Son roman Notre-Dame de Paris a suscité un regain d'intérêt pour l'architecture gothique et a contribué à la restauration de nombreux monuments historiques. Aujourd'hui encore, les efforts de conservation du patrimoine en France et ailleurs doivent beaucoup à la sensibilisation opérée par Hugo. L'impact de Hugo sur la culture populaire est tout aussi remarquable. Ses romans ont été adaptés d'innombrables fois au cinéma, à la télévision et en comédie musicale. Des personnages comme Jean Valjean, Cosette ou Quasimodo sont devenus des icônes culturelles, connues bien au-delà des frontières de la francophonie. La comédie musicale Les Misérables, créée en 1980, est l'une des plus longues représentations de l'histoire du théâtre et a contribué à faire connaître l'œuvre de Hugo à un public international. Mais au-delà de ses succès, c'est peut-être dans sa capacité à incarner l'idéal de l'écrivain engagé que réside la plus grande force de l'héritage de Hugo. Il a montré qu'un artiste pouvait être à la fois un créateur de beauté et une voix pour la justice sociale, un visionnaire littéraire et un acteur du changement politique. Cette conception de l'artiste comme figure publique, engagée dans les débats de son temps, a influencé de nombreux écrivains et intellectuels après lui. L'œuvre de Hugo est aussi remarquable par sa diversité. Bien qu'il soit surtout connu pour ses romans et sa poésie, Hugo était également un dramaturge prolifique, un essayiste incisif et même un artiste visuel talentueux. Ses dessins, longtemps méconnus, révèlent une facette surprenante de son génie créatif. Ses œuvres graphiques, souvent réalisées à l'encre ou au lavis, montrent une imagination visuelle débordante et une maîtrise étonnante de la lumière et de l'ombre. La vie amoureuse de Hugo, souvent tumultueuse, mérite également qu'on s'y attarde. Outre son mariage avec Adèle et sa longue liaison avec Juliette Drouet, Hugo a eu de nombreuses aventures. Ces relations ont nourri sa création littéraire, inspirant des personnages et des situations dans ses œuvres. Elles témoignent aussi de la complexité de l'homme derrière le mythe, de ses contradictions et de ses passions. Un élément peu connu mais fascinant de la vie de Hugo est son engagement en faveur des droits des animaux. Il était végétarien et a écrit plusieurs textes dénonçant la cruauté envers les animaux, une position très en avance sur son temps. Cette sensibilité s'inscrit dans sa vision plus large d'un monde où toutes les formes de vie méritent respect et protection. L'influence de Hugo s'étend même à l'urbanisme et à l'architecture. Ses écrits sur Paris, notamment dans Notre-Dame de Paris et Les Misérables, ont contribué à façonner l'image de la ville et ont inspiré des efforts de préservation de son patrimoine historique. La vision de Paris qu'il offre dans ses œuvres, à la fois réaliste et poétique, a profondément marqué l'imaginaire collectif. La dimension internationale de Hugo est également remarquable. Il a été l'un des premiers à parler des États-Unis d'Europe, préfigurant l'Union européenne. Son influence s'est étendue bien au-delà de la France, inspirant des mouvements de libération et des écrivains dans le monde entier. Des figures comme José Martí à Cuba ou Lu Xun en Chine ont reconnu leur dette envers Hugo. En conclusion, Victor Hugo apparaît comme bien plus qu'un simple écrivain. Il est une figure totale, à la fois artiste, penseur et homme d'action. Sa vie et son œuvre nous rappellent le pouvoir des mots pour changer le monde, la capacité de l'art à transcender les époques et les cultures. Que pouvons-nous retenir de Victor Hugo aujourd'hui ? Peut-être que la véritable grandeur réside dans la capacité à allier talent artistique et engagement social, à ne jamais cesser de se réinventer et à avoir le courage de ses convictions, même face à l'adversité. La vie de Hugo nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans la société. Quelle est notre responsabilité en tant qu'individu face aux injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous utiliser nos talents et nos passions pour faire une différence dans le monde ? L'héritage de Victor Hugo est un défi à notre créativité, à notre conscience sociale, à notre capacité à rêver grand et à agir en conséquence. Mais c'est aussi une invitation à voir la beauté dans le monde qui nous entoure, à défendre ce qui est juste et à croire en le pouvoir transformateur de l'art et des idées. Que vous soyez un admirateur de longue date de Hugo ou que vous découvriez tout juste son œuvre, une chose est certaine. Après avoir exploré la vie de cet homme extraordinaire, vous ne verrez plus jamais la littérature, l'art et l'engagement de la même façon.
Et n'est-ce pas là le véritable pouvoir du génie? Merci de votre écoute, et je compte sur vous pour aimer la vidéo et vous abonner, afin de m'aider à produire plus de contenu comme celui qui vient de vous être présenté.